À travers le monde, il y a 45 millions de personnes atteintes du sida. Et les 2 tiers sont des Africains. L'Afrique du Sud est le pays qui compte le plus grand nombre d'hommes et de femmes affectés par le virus. Plus de 5 millions, essentiellement parmi les jeunes. Pourquoi une telle hécatombe ? Johannesburg, centre économique de l'Afrique du Sud. Il y a 15 ans, le gouvernement sud-africain a renoncé à l'apartheid et a fait ses premiers pas vers la démocratie. Depuis lors, l'économie sud-africaine a connu une forte croissance. L'ambition des nouveaux dirigeants est de bâtir une société dans laquelle peuvent coexister différentes races et différentes ethnies. Dès la sortie de la ville, dans les faubourgs, une zone industrielle. Avec la fin de l'apartheid et la levée des sanctions économiques, les investisseurs ont afflué, attirés par la main-d'œuvre bon marché. Aujourd'hui, l'industrie automobile et la fabrication des pièces détachées servent de locomotive à toute l'économie sud-africaine. Dans cette même périphérie de Johannesburg, des quantités de bidonvilles bordent l'autoroute. Ce sont les habitations de nouveaux citadins venus dans l'espoir de trouver un emploi. Le district de Sweetwater est l'un de ces endroits où ont poussé des cabanes faites de planches, de tôles ondulées, de matériaux de récupération. Il compte 25 000 habitants. Ici, le revenu annuel moyen est de 400 €. Un habitant sur 6 est atteint du sida. Certains de ces ouvriers célibataires ou ayant laissé momentanément femmes et enfants en province fréquentent des prostituées quand ils ont les moyens. C'est la cause essentielle de la contamination. Cette dame fait la lessive de son fils Zilindile. Il vit dans cette cabane. Il a 28 ans. Quand l'apartheid a pris fin, toutes sortes de chantiers de construction ont démarré. Zilindile y a été embauché. Voici 3 ans, il a ressenti les premiers symptômes de la maladie. Ce sont des prostituées qui l'ont contaminé. À 20 ans, Zilindile a fondé une famille. Très vite, il a eu un enfant. Mais quand sa femme a compris qu'il était malade du sida, elle est partie en emmenant leur enfant. Alors, comment ça va aujourd'hui? J'ai mal aux jambes. Sans aucune ressource, Zilindile n'a jamais pu acheter le moindre médicament pour lutter contre la maladie. Ses parents, très pauvres, ne pouvaient pas l'aider. Heureusement, des bénévoles s'occupent des malades du sida dans le bidonville. Right now, it's not right in my condition. I cannot walk. Je ne me sens pas bien du tout. And I cannot eat. I must eat Je ne peux plus ni manger ni parler. food when I like. Sometimes I can speak. Parfois je parle, And yet, I'm mais not la in plupart mind. du temps je perds conscience. You think maybe I'm in mind, and I'm not in mind. You think I see you, I don't see you. Vous croyez que je vous vois, mais je ne vous vois pas. As if maybe I'm Il se peut que je n'en ai plus pour très longtemps.
Un dispensaire ambulant vient 2 fois par semaine dans ce quartier de Sweetwater. Il n'y a aucun autre centre de soins dans le secteur. Ce n'est pas un médecin, mais une infirmière qui se charge des traitements. Ses compétences ne lui permettent que des actes médicaux simples. Elle se limite à des contrôles, la prise de la température et de la tension. En aucun cas, l'infirmière ne fait de dépistage du sida. Quand elle soupçonne un patient d'être atteint de la maladie, tout ce qu'elle peut faire, c'est de lui donner des vitamines. À côté du camping-car où se tiennent les consultations, un baraquement sert de salle d'attente. Aujourd'hui, comme chaque jour, plusieurs dizaines de malades patientent. L'attente est longue, mais l'hôpital le plus proche est à 30 km. Et peu de gens peuvent s'offrir un ticket de bus. Non loin de là, sur une colline, dans un autre quartier de Sweetwater, le centre de soins de La Fontaine Mtonjeni. C'est un lieu d'accueil géré par une association locale. Cet établissement est subventionné par des dons d'église et la générosité de particuliers. Ils sont 90 malades du sida dans cet établissement. Les volontaires distribuent des vivres aux plus démunis et assistent les mourants dans leurs derniers instants. Doduzile Sokela a 36 ans. Elle a été très récemment admise dans cet établissement. Elle souffre de graves maladies de peau dues aux déficiences immunitaires causées par sa séropositivité. Avant de venir ici, Doduzile vivait seule. Comme son état s'est aggravé, on l'a admise dans ce centre. Il y a plus de 20 ans, à l'âge de 13 ans, elle a quitté son village pour chercher du travail à Johannesburg. Elle n'y a trouvé qu'un emploi de femme de ménage chez des Blancs. Mais un jour, on l'a mise à la porte. Elle s'est trouvée dans la détresse et n'a eu d'autre choix que de vivre de ses charmes. Aujourd'hui, trop malade, elle ne peut plus rentrer chez elle. Le centre est donc le seul endroit où elle peut continuer à survivre. Je n'en ai plus pour très longtemps. J'ai besoin de médicaments. Nous essayons de prendre en charge les pauvres le mieux possible. On fait ça au jour le jour, comme on peut. Nous sommes dans une situation très difficile. Il ne nous reste plus qu'à supplier le gouvernement, les ONG ou n'importe quel organisme de nous venir en aide pour tenter de les sauver. Chaque mois, 4 ou 5 de nos patients meurent. Il y a 15 ans seulement, l'Afrique du Sud pratiquait encore une discrimination entre les Blancs et les personnes de couleur. 300 lois limitaient les libertés de tous ceux qui n'étaient pas de pure race blanche. Ils subissaient quotidiennement toutes sortes de violences, pouvant aller dans les pires moments, jusqu'à la torture, le viol et le lynchage. Les gens de couleur représentaient 80% de la population d'Afrique du Sud. Mais ils occupaient 20% du territoire national. Ils travaillaient sous la direction de Blancs qui, le plus souvent, les sous-payaient. Dès les années 1980, les Nations Unies ont débattu pour savoir s'il fallait appliquer des sanctions économiques à l'Afrique du Sud pour faire cesser cet apartheid, considéré comme un crime contre l'humanité.
Parmi les membres permanents du Conseil de sécurité, les États-Unis et le Royaume-Uni se sont opposés aux sanctions. Ils soutenaient le régime d'Afrique du Sud, considéré comme un bastion anticommuniste dans cette zone du continent africain où le marxisme gagnait du terrain. Quand en 1991 l'apartheid a pris fin, il a fallu bâtir un nouvel État démocratique pour que toutes les races et tous les groupes ethniques puissent vivre en paix, côte à côte. Nelson Mandela invente un nom pour ce pays, la Nation Arc-en-Ciel. Pour panser les plaies du passé, une commission pour la vérité et la réconciliation est créée. Son principe est simple. Si un accusé poursuivi par sa victime dit la vérité, même reconnu coupable, il bénéficie d'une amnistie de principe. Telle est la règle de la réconciliation. La société sud-africaine ne voulait et ne pouvait pas prendre un nouveau départ sans faire cesser auparavant la haine et la rancœur qui séparaient les différentes communautés. Le pays a voulu rompre l'engrenage de la vengeance pour bâtir une société où tout le monde, blanc, noir et métis, puisse vivre en paix. Quand le sida s'est fortement développé en Afrique du Sud après 1999, le gouvernement a eu une attitude ambiguë. La coalition dirigée par l'ANC s'est refusée à considérer la maladie pour ce qu'elle était et à prendre en considération son ampleur. Le président Mbeki déclare « Je ne connais personne mort du sida ». La ministre de la Santé, elle, recommande l'usage de tisanes de toutes sortes pour soigner la maladie. Le gouvernement sud-africain, au début, quand le président actuel en Afrique du Sud, Thabo Mbeki, est arrivé au pouvoir en 1999, avait une position de remise en question du lien entre le virus VIH et la maladie sida. Et donc, il reprenait des thèses de certains scientifiques dissidents, en fait, qui s'étaient mis au banc de la communauté scientifique internationale dans les années 80. Et qui expliquait que le sida était dû au fait qu'on mangeait mal et que donc il suffit de bien manger et on appelle sida ou on guérit du sida. C'est en général la ministre de la Santé d'Afrique du Sud. Tous les 6 mois environ, elle change de tactique. Alors il y a par exemple eu l'ail. Pendant plus d'1 an, elle a vanté les mérites de l'ail, le fait de manger de l'ail pour soigner le sida. Ensuite, elle est passée à la betterave. On a eu droit aussi à l'huile d'olive, on a eu droit aussi au jus de citron. En réaction contre ces dénis, un ancien militant de la lutte contre l'apartheid mobilise l'opinion publique. Il s'agit de Zaki Ahmat, militant des droits de l'homme depuis 1976. Il a été 5 fois emprisonné et a vécu 10 ans de clandestinité sous le précédent régime. En 1998, il crée une association dont il devient le leader charismatique. Elle lutte pour une égalité de tous devant la maladie, la TAC, Treatment Action Campaign. Je demande à chacun d'entre nous de nous allonger par terre sur le dos pour montrer à nos parlementaires qu'on est en train de mourir. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander au président Mbeki un programme d'accès aux soins destinés aux séropositifs. Mais surtout, disons à notre gouvernement, ça suffit avec les armes, avec la ferraille. Investissez dans nos vies. Et nous vous montrerons, nous construirons le meilleur monde possible. Le premier cas de sida a été identifié en 1981 aux États-Unis. 3 ans plus tard, la maladie avait déjà fait 3000 morts et le nombre de victimes allait croître rapidement. Aussitôt, les grandes firmes pharmaceutiques du monde entier se lancent dans la recherche de nouveaux médicaments capables de soigner le sida. Cette recherche a demandé plusieurs années.
En 1996, une étape décisive est franchie. Des chercheurs découvrent une combinaison de 3 nouveaux médicaments, connus rapidement sous le nom de trithérapie. Le sida a représenté une opportunité économique importante parce que là, ça touchait des personnes jeunes dans les pays riches et une maladie mortelle. Et donc, les premiers médicaments qui ont été mis sur le marché, en fait, sauvaient des vies ou au moins prolongeaient la vie. Donc, les firmes ont eu la possibilité bien de faire beaucoup d'argent sur ces médicaments et elles ne s'en sont pas privées. Simplement, elles n'avaient pas pensé qu'un jour, il faudrait soigner des millions de patients qui seraient dans les pays en développement. Et là, ça a posé un énorme problème politique, moral, au niveau mondial. C'est qu'à 15 000 $, on ne pouvait pas mettre les patients dans les pays pauvres sous traitement. Dans beaucoup de pays, ces médicaments sont protégés par les droits sur la propriété intellectuelle. Ce n'est pas le cas de l'Inde, qui décide de fabriquer des médicaments génériques. En 2001, la firme de générique Cipla a offert à MSF, en l'occurrence, une trithérapie à 350 $ par patient et par an, c'est-à-dire symboliquement moins du $1 par jour. Alors là, l'effet psychologique a été absolument extraordinaire, et après tout le monde s'y est mis un peu, c'est-à-dire que Kofi Annan, au nom de l'ONU, a dit « bon, c'est pas possible, les firmes pharmaceutiques, il faut faire quelque chose ». Et puis les pays du G8, à Okinawa en 2001, ont dit « il faut absolument se donner un objectif » de mettre ces patients dans les pays pauvres sous traitement. Donc il y a eu la communauté internationale qui s'en est mêlée, la presse bien sûr, de plus en plus d'articles soulignant le côté inacceptable d'avoir en fait de moins en moins de malades dans les pays riches et de plus en plus dans les pays pauvres et des gens sans traitement alors que les médicaments existaient. Compte tenu de sa situation, le gouvernement sud-africain envisage l'importation de ces médicaments génériques. Mais il se heurte alors à un problème. Pour attirer les capitaux étrangers, l'Afrique du Sud a signé quelques années auparavant des accords commerciaux qui respectent strictement les droits économiques de ceux qui possèdent les brevets. Comprenant le danger pour les malades, l'administration Mandela a donc proposé, en 1998, une modification de la législation sur les produits pharmaceutiques pour permettre l'importation de ces médicaments génériques. Les laboratoires pharmaceutiques ne l'entendent pas de cette oreille. Et en 1998, 39 d'entre eux décident d'attaquer le gouvernement sud-africain pour non-respect de la propriété industrielle. La loi ainsi modifiée est inacceptable pour nous, en tant que firme pharmaceutique. Le gouvernement sud-africain a totalement ignoré les droits de propriété intellectuelle concernant les produits médicaux. Un procès s'ouvre alors en 2001 à Pretoria. La mobilisation de l'association TAC de Zaki Armat contraint les laboratoires à discuter avec le gouvernement. On est en pleine négociation. Avec qui voulez-vous que ce soit? Les négociations ont commencé quand? Je ne peux rien dire. Pensez-vous que le gouvernement va gagner? Je ne suis pas dans la tête du juge. Mais pensez-vous que votre défense est solide? Nous ne serions pas venus ici si nous ne pensions pas être dans notre bon droit. Il ne fait aucun doute, absolument aucun doute, que les multinationales pharmaceutiques se sont attaquées au mauvais problème, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Elles ne sont pas du bon côté de la loi, ni du côté de la moralité. Nous pensons qu'elles ont fait une grosse erreur, et j'espère qu'elles s'en rendent compte. Nous demandons au gouvernement de ne rien céder et de défendre la loi. Quelques mois après, les laboratoires décident purement et simplement de retirer leur plainte. On est heureux. La législation est intacte. C'est un retrait complet. Pour l'association TAC, fer de lance de la contestation, c'est la victoire de David contre Goliath. Félicitations.
C'est la fin d'un long périple. Et le début d'un autre. C'est juste. Mais le bras de fer n'est pas terminé pour autant. Les laboratoires et les pays industrialisés sont mauvais perdants. Ils profitent du sommet de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, à Doha, au Qatar, pour reprendre le combat. En effet, un nouveau round se joue ici, à plusieurs milliers de kilomètres de l'Afrique du Sud. Les représentants de 140 pays ou régions sont réunis pour discuter des échanges internationaux. Les pays développés étaient alors préoccupés par le piratage de la musique et des films qu'ils assimilaient à la copie de médicaments. Ils restaient partisans de protéger la propriété intellectuelle. Doha, c'est important parce que les pays membres de l'OMC se sont mis d'accord pour en fait reconnaître le droit des pays qui n'avaient pas d'industrie pharmaceutique, donc des pays particulièrement démunis, leur droit à importer des médicaments génériques. Et dans la suite de cet accord de Doha a été mis en place un processus qui aurait dû permettre à ces pays d'importer des médicaments. Mais après, pendant les mois qui ont suivi, on s'est rendu compte vraiment que les pays occidentaux, que ce soit les États-Unis, mais même la communauté européenne, l'Australie, le Canada, le Japon, ils ont vraiment tout fait pour faire que le système ne soit pas praticable. Les firmes de médicaments génériques disent que ce processus est vraiment trop compliqué et morcellent complètement le marché, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas pouvoir produire par avance des grandes quantités de médicaments génériques et ensuite les vendre à tel et tel pays, en Afrique, en Amérique latine, etc. C'est pas possible. Ce processus les oblige à produire commande par commande pour chaque pays, et donc les firmes, ça ne les intéresse pas. Malgré ce lobbying, la réunion de l'OMC entérine la possibilité pour un pays de recourir à des médicaments génériques pour raisons de santé publique. Pour ne pas déplaire à ceux qui investissent dans son pays, le président Mbeki refuse de profiter de cette opportunité pour ouvrir l'accès aux génériques en Afrique du Sud. Au premier rang de ces investisseurs, que le président Mbeki ne veut pas fâcher, se trouvent les États-Unis. En 2003, le président Bush se rend en Afrique du Sud. Avec le président Mbeki, il parle du problème de la contamination et de l'accès aux soins des malades. Mais la priorité n'a pas évolué. Leur objectif est l'accroissement des échanges. Pour ouvrir aux marchandises sud-africaines le marché des États-Unis, le plus grand marché du monde, le président Bush promet de supprimer les taxes sur 1900 produits. En échange, il exige de l'Afrique du Sud le respect des brevets protégeant les produits médicaux. Pour favoriser encore plus la croissance économique de son pays, le gouvernement sud-africain fait le choix d'accepter les conditions fixées par les États-Unis. Le docteur Peter Draus nous reçoit. Il enseigne à l'Université nationale d'Australie. C'est un spécialiste de la politique commerciale américaine. Si un pays engage des négociations commerciales avec les États-Unis, il va aborder certains éléments essentiels concernant la santé publique. Le prix des médicaments, par exemple. Dans le cas de l'Afrique du Sud, les États-Unis exigeront une protection accrue des droits de propriété intellectuelle. Résultat, le pays ne pourra pas baisser le prix des médicaments. C'est un dilemme. L'Afrique du Sud peut choisir d'entrer dans le plus grand marché du monde. Mais ce choix coûtera la vie à un très grand nombre de gens parmi les plus pauvres. La mobilisation autour du combat de l'association TAC et de Zaki dépasse maintenant largement les frontières du pays. Mandela lui-même défend la position des militants. Finalement, en 2003, le gouvernement annonce qu'il distribuera gratuitement des antirétroviraux. En 2008, 10% des patients atteints du sida devraient ainsi pouvoir bénéficier de cette mesure. Le ministère de la Santé a fait une estimation du budget nécessaire pour tenir un tel objectif. Il a calculé qu'il faudrait multiplier par 40 ou 50 les sommes annuellement consacrées à la lutte contre la pandémie. Look, the biggest challenge, particularly around the comprehensive plan itself,
Le plus grand défi est celui des ressources humaines. Les médecins, les pharmaciens et autres professionnels concernés manquent de formation et surtout ne sont pas en nombre suffisant. Il se peut que nous devions renoncer à notre projet de soigner 10% des malades d'ici 2 ans. Le problème le plus grave sera sans doute le manque de spécialistes du sida. Depuis janvier 2004, la distribution gratuite d'antiviraux a commencé dans certains hôpitaux publics. Les patients qui n'avaient pas pu recevoir de soins se sont précipités. Cet hôpital est aujourd'hui constamment surpeuplé. Il n'y a qu'un seul médecin chargé d'examiner les patients atteints du sida. Il ne peut recevoir que 60 malades par jour, ce qui est loin d'être suffisant. Non seulement il manque des médecins, des pharmaciens et des infirmiers, mais le stock de médicaments est également grandement insuffisant. Pour stopper la propagation de la maladie, les patients doivent prendre régulièrement différentes sortes d'antirétroviraux. S'ils arrêtent d'en prendre, les virus peuvent devenir résistants aux médicaments. Ils n'auront alors plus d'efficacité. Des malades pauvres ont fini par recevoir le traitement, mais les hôpitaux ne sont déjà plus en mesure de fournir régulièrement la quantité d'antirétroviraux nécessaire à chacun des patients. L'hôpital a donc décidé de ne plus accepter de nouveaux malades tant qu'il n'aurait pas la quantité suffisante de médicaments. Nous essayons de toutes nos forces d'aider les gens, mais malheureusement, nous manquons désespérément de médicaments. La situation est tragique pour tous nos malades et malheureusement, nous n'y pouvons strictement rien. Et pourtant, il y a des patients qui sont sauvés par la trithérapie gratuite. C'est le cas de Tobile Segezu. Elle a 31 ans. Avant, elle était tellement faible qu'elle ne pouvait plus tenir debout toute seule. Par chance, l'hôpital public de son secteur a commencé à organiser des distributions gratuites. Tobile prend ses médicaments 2 fois par jour à heure fixe, le matin et le soir. Jusqu'ici, elle a pu se soigner de façon régulière, mais elle redoute toujours que l'hôpital lui annonce tout à coup qu'il ne peut plus lui fournir ses médicaments. Je veux vivre longtemps. Je sais que j'ai le sida, mais j'ai envie de vivre. J'en suis capable. Je voudrais reprendre mon travail au bureau comme avant. Je me sens mieux à présent. Je peux faire des choses dont j'étais incapable quand j'étais malade. L'épidémie de sida risque de compromettre l'avenir du pays tout entier. Dans ce centre de soins de la Sainte Famille, il y a 54 enfants, tous orphelins. Ils ont tous perdu leurs parents, victimes du sida, et ils sont eux-mêmes porteurs du virus. Beaucoup de leurs parents auraient pu survivre s'ils avaient reçu des médicaments. Un tout jeune orphelin du centre est emmené à la clinique. Il a une forte fièvre depuis quelques jours. We've been to the hospital and we've been to the Cecilia, and then we went to the physio.
Okay. And we've been working on him for his leg too. What did Dr. Cecilia say? Ses parents l'ont nommé Gift, cadeau en anglais, pour remercier Dieu de leur avoir donné un enfant. Ils sont morts l'année dernière. Il est âgé de 2 ans. À cet âge-là, normalement, les enfants peuvent marcher et commencent à parler. Mais lui en est incapable. Il ne peut pas marcher ni même s'asseoir. Ces voitures qu'on charge sur un ferry sont destinées à l'exportation. Le gouvernement sud-africain a fait le pari de la croissance pour éliminer la pauvreté. C'est pour lui la meilleure façon de réduire l'augmentation du nombre de malades atteints du sida. Aujourd'hui, on construit un très grand nombre de belles maisons dans les faubourgs de Johannesburg. Leurs propriétaires sont les bénéficiaires de cette croissance économique. Ils font partie de la nouvelle classe de Noirs ayant accédé à une vie confortable. Ils peuvent jouir de leurs nouvelles conditions, résultat des choix gouvernementaux d'accepter, sans trop avoir à y redire, les règles du commerce international. Dans ce pays, une très petite classe hyper favorisée voisine avec une immense majorité de pauvres. Les Noirs ont accepté les règles de la réconciliation en s'abstenant de poursuivre les Blancs qui les avaient maltraités. Pour beaucoup, la situation n'a pas changé. Il n'y a toujours ni hôpital, ni emploi. La plupart des gens qui vivent ici n'ont même pas d'électricité ni d'eau potable. À l'époque de l'apartheid, les Noirs étaient cantonnés dans certaines zones d'habitation. À présent, chacun est libre de choisir son lieu de résidence. À la recherche de l'Eldorado, les habitants des régions les plus reculées du pays quittent leur village pour venir dans les faubourgs des grandes villes, comme ici, à Johannesburg. Certains s'entassent dans des véhicules qui partent vers un chantier avec l'espoir de se faire embaucher. Chaque jour, je viens ici, mais je ne trouve jamais d'emploi. Si ce n'était qu'une fois par mois ou par semaine, ça irait, mais parfois, ça peut durer 1 mois sans travail. J'ai pas de quoi manger, j'ai pas d'argent. Revers de la médaille à la mondialisation, si quelques industries ont profité de la croissance, certaines n'ont pas résisté à la main-d'œuvre bon marché d'autres pays émergents. « 300 personnes travaillaient ici dans cette usine de confection. Mais l'entreprise a fait faillite à cause de la concurrence féroce que lui font les produits asiatiques. Depuis environ 5 ans, ils ont commencé à envahir le marché sud-africain. Il est 10 heures du soir. Des femmes attendent le long de la route principale dans ce secteur où beaucoup d'usines de vêtements ont fermé. Cette jeune femme a 21 ans. Elle travaillait dans une usine, mais l'entreprise a été délocalisée en Chine. Le prix de revient du travail y est encore moins élevé qu'ici. Depuis, elle cherche un emploi. Bonsoir. Je me prostitue parce que je n'ai pas d'argent. Ma mère est morte. J'ai une fille.
Elle a 4 ans et elle ne peut pas aller à l'école parce que je ne peux pas payer. Je suis très triste. Le taux de chômage dépasse aujourd'hui le tiers de la population active. Depuis la démocratisation, non seulement la pauvreté n'a pas été éradiquée, mais la situation a encore empiré. Et avec la mondialisation grandissante, ce fossé se creuse davantage. Retour à Sweetwater. Aujourd'hui, le même volontaire de l'association caritative Hampton Jenny Fountain of Life vient à nouveau rendre visite à Zilindile. L'état de Zilindile s'aggrave tous les jours. Il n'y voit presque plus et ses jambes le font souffrir de plus en plus. Il n'a toujours pas accès aux antirétroviraux. Veux-tu lever tes jambes? Je vais hurler de douleur. Je t'ai apporté des haricots. Le bénévole a apporté de quoi manger pour que Zilindile puisse reprendre des forces. Je t'ai également apporté de la soupe. Je t'ai apporté de la farine aussi. Merci. Merci, vraiment, je vous remercie. Ta mère va te préparer des carottes. Ça te fera du bien. Est-ce que tu sais que je me préoccupe beaucoup de ton état? Oui, je le sais. Je crois que je ne guérirai jamais. Je ne te reverrai peut-être plus. Pourquoi tu dis ça? L'association caritative qui prend en charge de Duzile Sokela n'a plus d'argent. Elle doit revoir ses ambitions. Malgré tout, les volontaires ne baissent pas les bras. Ils se battent comme ils le peuvent avec le peu de moyens dont ils disposent. En effet, les patients sont de plus en plus nombreux et le nombre d'organisations caritatives qui leur viennent en aide a augmenté dans les mêmes proportions. Résultat, elles se font concurrence pour récolter des fonds. Dans le même temps, les dons faits aux églises diminuent. De cette façon, les associations se trouvent amputées de leurs ressources. Il est possible qu'elles soient obligées de renoncer à la livraison des repas à domicile pour les malades du sida. Yeah, good people, you know, the account is empty, literally empty. Le compte est vide,
Quant au service repas, il va falloir les diminuer. Où est passé l'argent promis? Je n'en ai aucune nouvelle. Les promesses n'ont pas été tenues. Okay, no? All right? Okay. De Duzile n'a nulle part ailleurs où aller. Je n'ose pas imaginer le nombre de gens qui seront dans la détresse si nous devons fermer ce centre. Ce sera une véritable catastrophe, surtout pour les malades qui espèrent pouvoir mourir ici, dans leur dernier refuge. Ils avaient repris courage grâce aux soins que des bénévoles leur prodiguaient. Quand on me donne un bon bain chaud, je me sens à nouveau femme. Qu'est-ce que je vais devenir si ce centre est fermé? L'archevêque Desmond Tutu a reçu le prix Nobel de la paix en récompense de ses efforts pour mettre fin au régime de la ségrégation. Il a été l'un des principaux acteurs de la Commission pour la vérité et la réconciliation. I am myself surprised that so many people who still suffer from Je suis moi-même stupéfait que tant de gens subissent une telle misère et vivent dans des taudis. Ils se réveillent dans un ghetto, vont travailler en ville, dans les demeures des riches familles blanches, et rentrent dormir dans leurs cabanes. Si nous n'arrivons pas à combler ce fossé, nous ne pourrons jamais parvenir à une véritable réconciliation. C'est ce que nous avons dit à la Commission pour la vérité et la réconciliation. Si l'abîme entre riches et pauvres n'est pas réduit de façon spectaculaire, il faudra dire adieu à la réconciliation. Les États-Unis et l'Afrique du Sud ont encore resserré leurs liens. Ils ont annoncé qu'ils allaient conclure un large accord d'échange. Un pas de plus vers le libéralisme. Nous négocions avec l'Union douanière d'Afrique du Sud pour parvenir à un accord et élargir cette zone de prospérité. Les États-Unis ont déjà conclu des accords semblables avec 16 nations et d'autres sont en cours d'élaboration. Lors de ces négociations bilatérales, les États-Unis exigent une protection plus stricte des brevets que celle décidée dans le cadre de l'OMC. Le père de Zilindile nous a téléphoné. Zilindile est décédé. Ses parents et ses amis se sont réunis pour lui dire au revoir. Depuis quelques jours, il s'affaiblissait de plus en plus, il ne quittait plus son lit. Jusqu'à sa mort, il n'a reçu aucun médicament réellement efficace. Il a fini de souffrir. Pour moi, c'était une torture de le voir gémir. Maintenant qu'il est mort, c'est difficile à dire, mais j'ai moins de peine. Comme beaucoup d'Africains du Sud, Zilindile avait mis ses espoirs dans le démarrage et dans l'avenir de son pays. Il voulait bâtir sa maison de ses mains. Sans avoir réalisé le début de son rêve, il est mort à l'âge de 28 ans. Yayazi Nkosi yawe, Nkosi yethu, nguwe wena Somandla, nguwe owadala izulu
komhlaba sokucela ke wena nkosi yami siyazi izembe libeke komzina komdala koko asikudelanga nkosi into oyenzileyo nkosi yami asukubekanga yahlaba koko nathi besikhala sisithi kodwa ongaba nguye obulele. Ce pays va devenir un enfer. Parce que même les enfants en bas âge sont infectés par le virus, dès leur naissance. D'ici 10 ans ou moins, il n'y aura même plus de fossoyeurs. Nous allons droit à la catastrophe. Quand quelqu'un sera mourant, personne ne pourra l'aider, parce que ceux qui pourraient le faire auront eux-mêmes besoin d'être secourus. Au même moment, en juillet 2005, de l'autre côté de la planète, dans le même monde, mais est-ce le même monde? Le sommet du G8 s'est tenu au Royaume-Uni. L'un des sujets de l'ordre du jour a été l'avenir de l'Afrique. Les 8 nations ont décidé de lui attribuer une aide supplémentaire, mais dans le même temps continuent d'exiger un contrôle plus strict des brevets pour préserver les bénéfices de leurs industries. What is wrong with globalization is that the powerful Le problème de la mondialisation, c'est que ce sont les pays les plus puissants qui tendent à fixer les règles du jeu. Ces règles sont favorables aux riches. Elles ne le sont pas pour les pauvres. Le monde devrait être une grande famille. C'est cela le sens de la mondialisation. Il faudrait avoir le courage de mettre en garde ceux qui se trompent. Quand on obtient tout ce qu'on impose, on finit par le payer un jour. Zaki Armat est séropositif depuis longtemps, et la maladie se rappelle à lui de temps à autre. Sa notoriété lui aurait permis facilement de profiter très vite d'antirétroviraux gratuits, mais par solidarité avec tous les malades d'Afrique du Sud moins chanceux, il a longtemps refusé l'accès à la trithérapie. Nelson Mandela lui-même est intervenu, associé à beaucoup de militants, pour le convaincre d'accepter de se soigner. Zaki a été proposé pour le prix Nobel de la paix. Les enfants sud-africains nés après l'apartheid auraient dû constituer une génération bénie. Mais le pays est touché de plein fouet par une nouvelle peste, celle du sida. Les enfants devenus orphelins à cause du sida sont déjà plus de 800 000. De 1995 à 2005, l'espérance de vie des Sud-Africains est passée de 60 ans à 48 ans. Les Nations Unies ont alerté le monde. La nation arc-en-ciel, dans un avenir proche, manquera de jeunes gens pour faire progresser le pays. L'Afrique du Sud, comme d'autres pays africains, devra renoncer à la croissance et à la lutte contre la pauvreté.